La matinale RCF, le grand invité. 8h10, bienvenue, c'est l'heure de notre grand invité. Bonjour Philippe Aurin. Bonjour. Vous êtes le directeur des mythiques guides verts qui accompagnent depuis presque 100 ans nos vacances et nos voyages, qui nous conseillent les meilleures destinations touristiques. L'occasion au début de ce mois de juillet de faire le point avec vous sur les destinations à la mode. Alors, où les Français partent-ils le plus? Quels sont les guides verts qui se vendent le mieux? Alors déjà, il y a à peu près 65% des Français qui déclarent qu'ils vont partir en vacances. Ils étaient 71% l'année dernière. Donc moins cette année, avec une très forte tendance sur l'Europe et sur le monde. Les voyages que l'on n'a pas pu faire en 2020, voire 2021, sont faits cet été, malgré l'inflation, malgré les difficultés économiques ou les incertitudes géopolitiques, avec sur le monde comme destination principale l'Amérique du Nord, avec le Québec, Montréal, très prisé, les États-Unis, malgré là des prix astronomiques, et puis un gros retour sur l'Asie, avec notamment le Japon. Donc un désintérêt pour la France. On a beaucoup parlé à la sortie du Covid que les Français partaient en France, c'est terminé? Alors pas un désintérêt pour la France, mais en tout cas on le voit dans les ventes de guides de voyage. Il y a en ce moment un très fort engouement sur les guides Europe. On n'a pas parlé de l'Europe, mais l'Europe est également très très présente avec des gros départs prévus sur l'Italie, le Portugal et la Grèce, comme tous les étés. Comme tous les étés, la Grèce et l'Italie et le Portugal. Est-ce à dire que la France est quand même moins prisée? Vous disiez non, vous modériez ces propos, mais tout de même, si on part plus aux États-Unis, en Asie, en Europe, à l'extérieur de nos frontières, c'est donc qu'on part moins en France. Alors la France, la plupart des vacances en France se font souvent dans un cadre familial, dans un cadre des proches, avec des amis. Ce que l'on constate également au niveau des guides verts Michelin, c'est une hausse des ventes du format court séjour. Ce format court séjour qui est un petit format sur l'Europe ou sur la France, où nous avons sorti quelques nouveaux territoires comme le golfe du Morbihan, la Bretagne Nord, la vallée de la Charente. Et ces titres fonctionnent bien et il y a, c'est vrai, encore un engouement assez fort sur d'autres régions comme par exemple le Nord-Pas-de-Calais. Alors pourquoi? Peut-être pour éviter une canicule qui n'aura peut-être pas lieu, ou alors aller aussi vers des lieux où le prix des locations, le prix des hôtels est moins cher que dans les régions très très prisées comme la Bretagne ou la Corse, qui sont les régions principales des flux touristiques français. Est-ce qu'il y a un impact de l'inflation sur la consommation du voyage de la part des Français? Alors, je ne peux pas vraiment vous répondre, mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes sur des hébergements, même si ce n'est pas notre spécialité principale. On nous demande quels sont les meilleurs plans. On nous demande aussi beaucoup de renseignements sur les randonnées et sur les campings, avec un retour du camping, mais plus vers le camping sauvage, et pas seulement le camping dans des mobil-homes comme il s'est beaucoup développé ces dernières années, puisque les campings sont devenus en fait des clubs de vacances. Le camping sauvage, c'est aussi un retour à la nature. L'occasion de parler d'écologie. On dit qu'il y a des modes de consommation du voyage qui évoluent. Avant, on prenait la voiture, on allait dans des campings. Désormais, on part à pied et sous la tente. Alors, on part toujours en voiture, sauvage, mais moins en voiture et beaucoup plus en train, par exemple. Donc, vous avez des lignes de train avec des trains de nuit qui rejoignent les Alpes. Vous pouvez rejoindre l'Auvergne. Hier, j'ai accompagné un de mes fils à la gare de Bercy. Il y avait beaucoup de gens qui partaient en vacances en Auvergne et avec des sacs à dos pour marcher. Et ce voyage en train, et on le voit, nous, avec le guide Vacances en train que l'on a publié chez Michelin Éditions, fonctionne très bien parce que c'est une demande. Vous pouvez partir à vélo, partir à pied, vous pouvez vous arrêter où vous voulez et vous êtes libre. C'est vrai que l'avion se maintient, la voiture baisse un peu et en revanche le train a beaucoup augmenté. Diriez-vous que les Français conservent leurs vacances? On parle effectivement beaucoup d'inflation, mais est-ce que les Français décident de favoriser les loisirs, les vacances et maintiennent ce budget? Vous disiez, on passe de 71% des Français qui partent il y a un an versus 65% aujourd'hui. C'est une baisse, mais ce n'est pas une baisse majeure. C'est pas une baisse majeure, d'autant plus que les vacances sont vraiment associées au loisir et au plaisir. Donc c'est pour ça aussi que quand on se pose la question par rapport à l'écologie,
on s'aperçoit que les habitudes évoluent, mais elles ne changent pas radicalement parce que cette notion de plaisir et de plaisir dans un temps relativement restreint va contraindre un certain nombre de personnes à choisir le mode de transport ou le mode d'hébergement qui sera le plus facile pour eux. Donc je ne vois pas de restrictions particulières, mais quand même des évolutions. Par exemple, Philippe Aurin, malgré les injonctions de toutes parts, on n'observe pas de repli majeur de l'utilisation de l'avion. Non, non. Alors là, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes avec Philippe Aurin, le directeur des mythiques Guides Verts, qui depuis près de 100 ans accompagne nos vacances, nos voyages. Ce guide est toujours très mystérieux. Et on se demande aujourd'hui, à l'heure des influenceurs, à l'heure des sites internet de toutes parts, qui achète encore des guides verts ? Alors, plus d'1 million de personnes tous les ans, et j'en suis ravi. Et je pense que ce qui plaît le plus dans notre communauté, c'est ce goût que l'on a pour susciter l'envie de sites qui sont parfois des sites un peu alternatifs. On a une couverture assez étendue, donc on s'adresse aux curieux. Michelin s'adresse vraiment aux curieux qui veulent voyager aussi de manière responsable et découvrir des choses où ils seront parfois seuls. Observez-vous tout de même une baisse des ventes de guides verts à l'heure où les influenceurs publient eux-mêmes là où il faut aller ? Le marché des guides de voyage en France est le deuxième marché au monde, derrière le marché allemand, le marché du guide papier. Alors certes, il a très légèrement fléchi, en particulier avec la crise du Covid, mais pas tant que ça. Donc c'est quand même plus de quasiment 5 millions d'ouvrages qui sont vendus chaque année. Donc les influenceurs font leur travail. Cela sert pour la préparation du voyage et peut-être pour un public plus jeune. Mais ce qui rassure toutes les générations, et c'est vrai qu'on mène régulièrement des études sur le sujet, c'est d'avoir un guide papier entre les mains. Et ce guide, on se demande toujours comment il est fait. Alors prenons l'exemple peut-être du dernier guide que vous avez publié. Comment est-il réalisé ? Qui va sur le terrain, essayer tous les hôtels, tous les restaurants, choisir toutes les destinations ? Comment se fait un guide Michelin ? Alors ça, c'est la part du mystère, mais non, ce n'est pas un si grand mystère que ça. Il y a un chef de projet, il y a un éditeur, puisqu'en fait, on édite des contenus. C'est un livre. Et il y a des auteurs qui vont sur le terrain, des correspondants locaux, un travail qui est mené avec beaucoup d'offices de tourisme, que ce soit les offices départementaux, les représentations régionales, voire des représentations de pays. Et puis, bien sûr, on va sur le terrain, on écrit, on interviewe, on rencontre beaucoup de personnes aussi pour transmettre de l'âme dans les guides verts Michelin. Comment on choisit aussi les guides que l'on publie ? Par exemple, le dernier guide que vous avez publié, comment on choisit la destination ? Comment on choisit le lieu qui est ciblé ? Alors les 3 derniers guides sur la France que l'on a publiés, c'est, comme je l'ai dit, la Bretagne Nord, le golfe du Morbihan et la vallée de la Charente. Donc vous avez 2 régions qui sont très très fréquentées, que sont le golfe du Morbihan et la Bretagne Nord, que l'on a essayé d'aborder sous un angle plus original. Le golfe du Morbihan avec un angle sur les producteurs, sur les produits locaux. Et la vallée de la Charente, qui est certes fréquentée, puisque vous avez des villes importantes comme Cognac ou Angoulême, mais qui est peut-être moins connue. Et ce que l'on cherche vraiment à pousser là, ce sont de nouveaux territoires pour permettre à nos lecteurs d'aller à la découverte et à la rencontre de choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Pour cela, vous avez des testeurs qui vont sur le terrain et après ils discutent comment se fait le débat, parce que le principe du tourisme, c'est qu'on n'est pas tous d'accord et que certains trouvent que certains lieux sont plus intéressants que d'autres. Comment se fait le débat ? Alors le débat, il se fait pour le guide vert Michelin autour des étoiles du guide vert Michelin. 3 étoiles, ça vaut le voyage, 2 étoiles vaut le détour et 1 étoile vaut la visite. Donc ça, c'est pour les sites, hein, je précise, puisque pour ce qui est restaurant, ce sont mes amis du guide Michelin, du guide restaurant et hôtel. Donc nous, en fait, nous avons des critères qui vont de la première impression du voyageur, donc de l'auteur, à l'évaluation de la qualité de l'accueil et la qualité de la visite. C'est l'expérience, hein, c'est ce que le lecteur va retenir. Donc nous discutons de ces critères qui sont notés et en fait c'est assez objectif puisque
un éditeur en charge du guide Côte d'Azur va pouvoir poser une question à l'éditeur en charge des guides sur les États-Unis, le Japon ou l'Argentine par exemple. Et à la fin, on arrive à quelque chose d'assez consensuel et cette méthode est appliquée par les guides verts Michelin depuis de nombreuses années. Le 18 juin dernier, le gouvernement a dévoilé un plan pour réguler les flux touristiques et notamment les pics de fréquentation qui submergent des sites touristiques français. Quand on met 3 étoiles sur un site touristique, on favorise aussi le surtourisme sur ce lieu puisqu'on incite fortement les gens à y aller. Comment est-ce qu'on lutte contre ce surtourisme ? Alors demain, c'est pas parce que Versailles est hyper fréquenté ou la Tour Eiffel qu'on va dire que ça ne vaut pas le voyage. Ce sont des marqueurs de la France, des marqueurs du tourisme international. En revanche, ce que l'on fait chez Michelin qui est intéressant, je trouve, c'est de dire il y a d'autres lieux. Et dans les 3 étoiles, il n'y a pas que des lieux extrêmement connus. Si vous prenez les châteaux de la Loire, bien sûr, vous allez avoir Chambord et sont plus de millions de visiteurs. Et vous allez aussi avoir le château de Serran, qui est un peu plus loin en Anjou, qui est un des plus beaux châteaux de France, un des plus hauts châteaux de France. Je prends l'exemple de Rome avec la Piazza Navona, qui est ultra fréquentée. La place Navone. Et à la place Navone. Et à proximité, vous avez un des musées les plus beaux de Rome, qui est le palais Altemps, avec de très très belles sculptures dans un cadre somptueux où il n'y a quasiment personne. Et il y a aussi au niveau des territoires une répartition des sites avec bien sûr des sites qui valent le voyage, mais des sites aussi qui valent le détour, 2 étoiles. Et la France en particulier, certes il y a les falaises d'Étretat, certes il y a le Périgord, mais si je prends même l'exemple du Périgord, vous avez la vallée de la Dordogne et puis vous avez la vallée de la Vézère, qui est moins fréquentée, mais tout aussi belle, avec des lieux magnifiques. Bien sûr, Lascaux, qui est très fréquenté, mais à proximité, par exemple, un petit château bijou avec un jardin Renaissance extraordinaire, qui est le château de Los, et qui a 2 étoiles. Le gouvernement a-t-il raison de lutter contre le surtourisme ? Est-ce qu'il faut vraiment lutter ? Parce que si on lutte contre le surtourisme, c'est aussi qu'on désincite les gens à aller dans des marqueurs, pour reprendre vos mots, de l'identité française. Je trouve que plutôt que de dire lutter contre le surtourisme, en ce moment on veut lutter contre tout, il faudrait plutôt dire faire la promotion de tout ce que l'on a et inciter les gens à voir d'autres choses pour une meilleure répartition du territoire. Alors vous allez me dire, ça s'appelle aussi lutter contre le surtourisme, mais c'est surtout faire la promotion de toutes les merveilles que l'on a autour de nous, à commencer par des territoires entiers. Il y a des départements, si on prend les départements de l'ancienne région Limousin, la Haute-Vienne, le département de la Loire. Vous avez énormément de très très belles choses, les Ardennes, partout où on ne va peut-être pas penser à aller tout de suite parce qu'on va se précipiter sur le littoral ou sur les châteaux de la Loire ou le Périgord. Le guide vert va bientôt fêter ses 100 ans. En 100 ans, comment est-ce qu'un guide touristique évolue ? Quelles sont les grandes évolutions ? Alors, le premier guide vert Michelin était rouge. 1926. En 1926, il avait des adresses. Après, il est devenu très touristique. Il est resté très touristique pendant des années. Puis, il y a eu une réintroduction des adresses. Et depuis quelques années, la ligne éditoriale s'est vraiment tournée vers l'humain. Renforcer les expériences. Alors, les expériences dans la nature, pas que les expériences de visite. Les expériences au contact de ceux qui font le territoire. Ça passe aussi par un complément d'informations sur des réseaux sociaux. Ça passe aussi par de nouveaux formats de guides. Il y a des guides thématiques. Par exemple, les étoiles existaient-elles dès le début ? Les sites majeurs comme Versailles, le Mont-Saint-Michel, est-ce que dès 1926, ils étaient répertoriés comme étant Vol Voyage ? Oui, ils étaient déjà répertoriés comme Vol Voyage. En revanche, vous avez des lieux qui n'avaient qu'une ligne, comme par exemple le château de Comarque en Dordogne, qui n'avait qu'une ligne parce qu'il disparaissait sous la végétation et grâce à l'énergie de son propriétaire, monsieur de Comarque, il est revenu à la vie et maintenant il a 3 étoiles et il vaut le voyage. Et ça, c'est un site pas relativement nouveau parce qu'il y a quelques milliers de visiteurs quand même, mais qui n'est pas encore connu comme peuvent l'être par exemple Castelnau ou Bénac qui sont situés à proximité. Merci beaucoup Philippe Aurin. Je rappelle que vous êtes le directeur des Guides Verts. Merci d'avoir été ce matin à notre micro. Vous nous avez donné envie de voyager dès le réveil. Un grand merci.